Chers collègues, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier les sociétés savantes, Somachir et l'Institut marocain de chirurgie digestive, d'avoir pensé à organiser cette séance sur la formation des résidents en chirurgie générale. Et à ma connaissance, en tout cas depuis que je suis membre de la Somachir, je pense que c'est une première. Et ça me fait énormément plaisir et ravi que cette problématique soit discutée en séance plénière. Et je vais essayer de répondre, mais de façon indirecte, à la question que tu m'as proposée, M. Jabbar, comité organisateur. Quel curriculum pour le résident en chirurgie générale? En ne rapportant pas notre expérience, mais du moment que j'ai été un peu côtoyé de plus près à cette problématique, je vais essayer de partager avec vous certaines réflexions de la littérature médicale, de la pédagogie universitaire, à mon avis, qui vont nous servir, à mon avis, qui sont à considérer pour les gens qui vont s'intéresser qui s'intéressent à la construction d'un curriculum pertinent qui va répondre aux attentes de tous. Donc, commençons tout d'abord par le commencement, par les définitions. C'est toujours comme ça, pour qu'on soit tous d'accord de quoi on parle. Alors, le curriculum, le concept du curriculum, il a été adopté et élaboré par les anglo-saxons, depuis longtemps d'ailleurs, pour désigner un ensemble d'actions pédagogiques lors d'une formation, englobant les programmes, les méthodes et les moyens mis en œuvre lors de cette formation, ainsi que les modalités d'évaluation. Donc, vous comprenez tout de suite, si je dois adopter cette définition, il n'y aura plus d'autres intervenants. Il n'y aura plus de place pour M. Chehab pour parler de compétences, ni d'évaluation, tout à pour M. Nkoubou, etc. C'est pour ça que je vais adopter la définition des francophones, qui pour eux, le curriculum, tout simplement, c'est le programme théorique, pratique, lors d'une formation, ainsi que le cursus, c'est l'architecture de formation pratique. La durée, les stages, etc. La question est pertinente, mais je trouve qu'elle est un peu compliquée, dans la mesure où elle s'oppose à une période un peu particulière, une période qui vient de connaître la publication dans le bulletin officiel de la réforme de la formation initiale, à la veille d'une réforme qui est même en train de se préparer maintenant. Une période caractérisée par la prolifération des facultés et des écoles de médecine, ce qui va fort probablement accentuer l'hétérogénéité des curriculums. C'est dire qu'il est intéressant d'élaborer des standards, des facteurs de qualité à prendre en considération dans le curriculum pour avoir une formation au moins équivalente, quel que soit le lieu de la formation. Et puis, qu'on l'accepte ou non, nous sommes tous conscients de ça. Dans notre pays, actuellement, le problème de la santé et de la formation est l'un des problèmes, les premiers problèmes nationaux. Et c'est une préoccupation majeure de tous les responsables. Et normalement, ça doit déboucher sur une politique générale et bien coordonnée. Je dis bien coordonnée. D'autant plus, et on le remarque dans notre pratique quotidienne, une société civile dont les attentes sont devenues beaucoup plus importantes. Une société civile exigeante de qualité des soins, voire même obligation parfois de lui rendre des comptes.
La cinquième caractéristique, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, qu'il y a une inadéquation entre la formation de nos chirurgiens et la pratique sur le terrain. Une formation, un curriculum qui doivent être normalement conçus, développés pour répondre aux besoins de la société, pour une finalité claire, avoir un chirurgien compétent, un bon produit utilisable, c'est-à-dire une cohérence entre les objectifs de la formation et les besoins. Et c'est le concept récent de la responsabilité sociale des facultés de médecine. Une autre faculté a eu l'honneur, il y a quelques semaines, Monsieur le doyen, Monsieur Chehab, ici présent, Farid, avait assisté au congrès de la CIFEM qui a été exactement consacré à ce concept-là, la responsabilité sociale des facultés de médecine. Cette responsabilité définie par l'OMS en 1995 comme étant une obligation d'orienter la formation qu'elle donne, je lis la définition, les recherches qu'elle poursuive et les services qu'elle dispense vers les principaux problèmes de santé de la communauté, région et aux nations qu'elles ont comme mandat de servir. Cette responsabilité sociale, elle est prise en considération par les organismes internationaux qui s'intéressent à l'accréditation et à l'évaluation, à une reconnaissance externe des facultés de médecine. Lors de cette évaluation, comme vous le remarquez, l'évaluation du curriculum est une obligation pour les facultés de médecine. C'est l'un des paramètres les plus importants qu'ils vérifient ces organismes. Ils vérifient quoi? Ils vérifient l'adéquation entre les besoins de la société, lesquels? Et les objectifs de la formation qui doivent être élaborés. Ils vérifient et ils s'assurent, est-ce que les ressources utilisées, tout à l'heure on parlait de transfert de compétences, des moyens pour rendre possible l'atteinte de ces objectifs. C'est pour ça que la première donnée, à mon avis, très intéressante dans le domaine de la pédagogie médicale, connue par tous les pédagogues, c'est cette boucle de formation au boucle cycle d'apprentissage. Alors, à mon avis, la première remarque à faire à ce niveau-là, c'est qu'on parle du cycle d'apprentissage, non pas de cycle d'enseignement. Ça veut dire que dans cette formation, on a intégré le paradigme d'apprentissage. Et c'est tout à fait différent du paradigme d'enseignement, ça vous le savez très bien. Je voulais juste insister sur une chose, tant qu'enseignant, tant qu'encadrant, dans ce cycle, le rôle de l'encadrant n'est pas de transmettre un savoir, des connaissances, mais accompagner, guider l'apprenant dans l'acquisition de cette compétence. La deuxième remarque, à mon avis, fondamentale, ça commence toujours par l'identification des besoins et je pense que c'est là, cher ami, notre premier problème. Qu'est-ce que nous demande notre pays? Donc les besoins doivent être exprimés, bien élucidés et explicités. On va dire c'est logique, on forme un chirurgien pour prendre en charge les maladies les plus fréquentes. Lesquelles? Il faut que ça soit écrit noir sur blanc et on va y revenir. Donc c'est pour ces besoins, donc pour les atteindre, ils vont être traduits en objectifs de la formation. Et actuellement, je ne pense pas qu'il y ait un enseignant qui introduit une formation sans préciser les objectifs de cette formation. Pour les atteindre, on doit choisir, leur adapter les moyens et les stratégies, les méthodes les plus pertinentes pour atteindre ces objectifs. Ils peuvent être multiples pour atteindre un seul objectif. Et puis, choisir
les méthodes d'évaluation les plus appropriées. Pour évaluer quoi? Pour évaluer finalement est-ce qu'on a répondu aux besoins. Alors vous allez me dire, et le curriculum dans ce cas, on le place où? Alors à ce moment-là, le curriculum en ayant adopté la définition francophone, il va se situer quelque part à ce niveau-là, entre les objectifs et les moyens. Donc c'est tout le programme de la formation théorique, pratique. Deux notions sur lesquelles, parce qu'on avait 10 minutes, donc on en a largement parlé moi-même et M. Cheheb, 10 minutes c'est très difficile, disons, d'essayer de transmettre certains concepts en pédagogie, mais j'ai essayé d'être le plus simple, j'espère que je serai percutant. Le deuxième notion importante, il faut que ce curriculum soit adapté au contexte socio-économique, à l'environnement institutionnel, là où se déroule cette formation, à ses priorités, sa politique, ses ressources. Pourquoi je dis ça? Un curriculum tellement pertinent ailleurs, dans une autre institution, dans un autre pays, Canada par exemple, en France, risque de ne pas l'être au Maroc, dans une institution. Et troisième notion, à mon avis importante, à ce niveau-là, c'est que ce curriculum doit collaborer à l'acquisition de compétences. Mais de quelles compétences parlons-nous? Je me rappelle, et je vais laisser présent peut en témoigner, lors de la journée pédagogique, on avait présenté un travail, l'évaluation des compétences des résidents en chirurgie générale. Il y avait un éminent pédagogue qu'on connaît tous à l'échelon maghrébin, marocain, parce qu'il a fait le tour de toutes les facultés de médecine du Maroc, M. Chadli. Et il m'avait tout simplement posé la question, M. Spa, quand vous parlez d'approche par compétence, est-ce que vous avez le profil du chirurgien marocain? Est-ce que vous avez le collège de chirurgie? Non, M. Chadli. Donc, vous ne pouvez plus. C'est l'une des premières priorités qu'on doit régler, et ça sera parmi mes recommandations. Je ne dis pas recommandations, mais ce que je souhaiterais qu'on travaille dans le futur. Je ne vais pas m'empiéter sur les communications suivantes. C'est juste pour avoir une logique d'idée dans ma présentation. Quand on parle de compétences, d'après Arden, le modèle concentrique, c'est 3 dimensions de compétences. Les dimensions techniques, certes, ça veut dire l'exécution par l'apprenant d'une tâche. Et il doit faire les choses appropriées. Puis une dimension intellectuelle. Comment approcher cette tâche? Donc faire adéquatement les choses appropriées. Donc finalement, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle une expertise technique opératoire et puis tactique opératoire. On doit faire transférer aux apprenants cette façon de faire. Et puis le professionnalisme, là c'est le top, c'est pratiquement l'expertise en quelque sorte, c'est la performance, les choses appropriées, techniques opératoires, faites de façon adéquate, donc stratégie, tactique, par la bonne personne. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle ici qu'on touche aux 3 domaines du savoir. Le savoir, les connaissances, le savoir procédural, le savoir-faire technique et le savoir-être. Et il faut qu'il y ait une harmonie, un équilibre entre ces 3 savoirs pour avoir une compétence, un médecin compétent. Mais notre problème là, c'est juste parce qu'en fait, finalement, ma présentation est une introduction à cette science. C'est lié. Une fois les compétences acquises, mais attendez, la médecine évolue. Le rythme avec lequel la chirurgie, les progrès de la chirurgie évoluent est important. Donc, pour
rester compétent, entre guillemets, on a besoin de mettre à jour nos compétences. C'est le rôle de la formation médicale continue. Et il y aura tout à l'heure une présentation sur la formation médicale continue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin en général, est un apprenant au long cours toute sa vie, depuis qu'il est à la faculté de médecine. Donc, l'idéal serait d'avoir une cohérence entre la formation initiale prégraduée, post-grade et la formation médicale continue. Et je sais qu'actuellement, parce que là, on est en formation médicale continue, mais il y a de nouvelles modalités de formation médicale continue qui sont adoptées dans d'autres pays. Un autre point que je voulais soulever juste pour partager avec vous. Les chirurgiens conformes ont des compétences dans leur filière, de façon individuelle, in solo, dans la chirurgie. Mais ils vont intégrer des équipes de soins interprofessionnelles. Donc, il faut que ces chirurgiens puissent acquérir des compétences au travail d'équipe. Je vous donne juste des fils, parce que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que pour une meilleure décision de prise en charge, et ça a prouvé que ça retentit sur le résultat final, sur la prise en charge. C'est comme ça que le concept de curriculum interprofessionnel, dans le but d'une pratique collaborative, a vu le jour et qui est adopté actuellement par pas mal d'institutions, que ce soit en post-grade, voire même en pré-grade. Je pense à Genève, ils sont à leur première promotion de formation interdisciplinaire. Je prends un médecin, je le forme à côté d'un infirmier, d'une sage-femme, etc., etc. Et ils ont présenté dernièrement leurs travaux. Il paraît que c'est très, très, très bénéfique. Donc, en conclusion, je pense, puisqu'on est à la veille d'une réforme curriculaire, une réforme curriculaire, ce n'est pas une simple relocage ou relooking du curriculum, mise à jour des programmes, mise à jour de l'architecture de la formation, tel stage en intra-hospitalier ou extra-universitaire. Quel stage optionnel, quel stage obligatoire? Je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut avoir une vision globale. Et je pense qu'on ne doit pas rater ce rendez-vous, comme a dit tout à l'heure M. Mejbal. On est à la veille de la réforme et c'est ça la responsabilité de nous tous. Alors, je me suis dit, pour construire un curriculum, j'aurais besoin d'ingrédients, j'aurais besoin de certains paramètres, certaines conditions favorables. Et pour l'OMS, c'est très clair, depuis 1995, il vous dit que les besoins doivent absolument être identifiés pour toute formation. Pour toute formation, quels sont nos besoins? Et je pense, c'est ça notre problème, à mon avis. En tout cas, personne, c'est comme ça que je le sens. Même, on ne peut pas appliquer la même formation aussi bien pour un extant de 3e année, 6e année et un résident de première, 5e année. C'est anormal. Alors, ces besoins, ils nous disent qu'ils doivent être identifiés conjointement, les gouvernements, les départements de la santé publique, les médecins, bon, ici nous les chirurgiens, les facultés, les institutions académiques et la communauté. Là, c'est le premier point. J'aurai 5 messages à transmettre dans ma conclusion. Le deuxième message, il faut, je pense, j'avais discuté il y a quelques semaines avec M. Hrora, avec toute l'équipe organisatrice de cette session, M. Mejbar, M. Mkabou, hier avec M. Chihab. À mon avis, félicitations pour le bureau, pour les 2 bureaux. Mais je pense, juste pour répondre à M. Chadli, pour lui dire que nous sommes, voilà, on a appliqué. Il nous faut absolument créer le collège de la spécialité. Je pense que c'est l'une des missions que doivent faire ces bureaux actuellement. Bien sûr, ils travaillent, on va voir les modalités par la suite, comment travailler, etc. Mais je pense, tout d'abord, pourquoi? Et croyez-moi,
ailleurs, c'est le négociateur numéro un avec les institutions académiques et les départements ministériels, les collèges. Ils interviennent même dans la formation médicale continue. Ça, vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre. Et puis, troisième notion, je pense, une institution, qu'on soit à l'hôpital ou à la faculté, des institutions que je puisse dire fortement connectées, elles-mêmes motivées, impliquées, avec des ressources, qui investissent dans son personnel. Comment investir dans notre personnel? Bien sûr, développement professoral, disons développement de l'encadrant, tout simplement. Si jamais on envisage que nos résidents puissent faire des stages dans d'autres structures non universitaires, il faut que ces encadrants, ces enseignants soient formés, je ne dis pas, on ne va pas former des pédagogues, mais les grands principes de la pédagogie, notamment active, adoptés dans tous les autres pays pratiquement. Pourquoi? Parce que regardez ces flèches-là, si on forme de bons enseignants, de bons encadrants, ayant une pratique pédagogique, formés à une pratique pédagogique, le résultat final dans tous les cas, regardez la cascade, serait une amélioration des résultats pour les patients. Donc, on revient à l'objectif numéro 1 pour toute formation. On est là au service du citoyen et on le sait tous. Et chacun de nous doit réfléchir à sa façon à ça. Et la dernière, bien sûr, il faut que tout ça ne soit pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est pour ça que je dis tout à l'heure un bon négociateur, des gens convaincants pour discuter, parce que sans volonté politique, sans soutien politique, sans soutien financier, je pense que tout ça sera jeté à l'eau. Je vous en remercie.